Bonjour, vous faites bien de suivre ce numéro de Face au Business. Il y a de cela quelques mois, nous avons parlé d'actionnariat populaire, notamment celui qui a été lancé pour financer le projet d'envergure sociale dénommé Faso Tomate. Alors, les acteurs du dit projet sont de retour sur notre plateau pour parler de l'avancée des actions et des nouvelles innovations qui sont apportées à ce projet pour un meilleur fonctionnement. À côté de ces deux invités, nous sommes avec deux autres entrepreneurs qui ont eux aussi décidé d'apporter un grand plus dans des secteurs d'activité qui ont besoin de nouvelles manières de faire pour satisfaire de nouvelles cibles. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter nos différents invités. À ma droite, nous sommes avec M. Aziz Nian. Il est le PCA de la Société coopérative avec conseil d'administration Bâti l'avenir, en abrégé SCOOP-CA, c'est ça? Oui. Alors, il est aussi le porteur du projet Sofato. Soyez le bienvenu. Bonsoir, madame. Sur notre plateau, nous sommes avec M. Issouf Sirima. Il est juriste d'affaires et il est le DG de SIFT Group SA. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Nous sommes aussi avec M. Joël Bamogo. Il est le PDG de Yelen Assurance. Soyez le bienvenu. Bonsoir, merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Fabrice Yangane. Il est promoteur de Fasobim. Alors, monsieur, à vous tous, vous êtes les bienvenus sur le plateau de Face au Business. Sans plus tarder, vous allez présenter vos différentes structures. On va avec monsieur Nian. C'est Aziz Nia. Oui. Je suis titulaire d'une licence en socio-économie. Également, je suis titulaire d'un BTS en finance comptabilité. Je suis le secrétaire général de l'Amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs de Burkina. Oui. Également, je suis le PCA, Aziseb. Oui. Je suis le PCA de la société coopérative et un conseil d'administration Bâti l'avenir. D'accord. Alors, on va parler maintenant de Sofato. On va revenir dessus, même si on l'avait déjà présenté. Je pense qu'on a de nouveaux téléspectateurs. On va définir Faso Tomate. Sofato, qui est dit Société Faso Tomate, qui est une société de transformation et de commercialisation de la tomate que nous voulons implanter à Yako, afin de pouvoir un peu compatir aussi à la mévente de la tomate et aussi trouver des créneaux pour créer de l'emploi, aussi booster et créer des ressources. D'accord. Monsieur Sirima, on va parler du cabinet SIFT. Qu'est-ce que c'est? SIFT Group, disons que c'est une société de recherche et d'investissement. SIFT a pour objectif de faire de l'innovation, c'est-à-dire de la recherche opérationnelle. D'accord. C'est-à-dire que nous faisons de la recherche pour améliorer l'existant. Okay. Voilà, donc les domaines qui sont déjà là, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut les améliorer. C'est aussi un incubateur. Voilà, donc la problématique qui s'était posée à SIF quand on l'installait en 2010, c'était comment réduire le chômage et la pauvreté en Afrique de façon substantielle dans un court, moyen et long terme. D'accord. Voilà. Alors quand on parle d'incubation, c'est quel type d'entreprise que vous incubez en quelque sorte? N'importe quel type d'entreprise. Mais nous avons surtout voulu faire dans l'innovation financière. Parce que quand nous nous sommes posé la question comment réduire le chômage et la pauvreté en Afrique de façon substantielle, la réponse qui est venue tout de suite, c'est de financer dans l'innovation. Voilà, l'innovation. Après, on a été confronté à la question, une autre question qui fait qu'il y a un problème de financement. Voilà, exactement. Vous allez innover, mais vous allez financer avec quoi? Donc, il fallait trouver, la première innovation qu'il fallait faire, c'est comment financer les ressources pour financer. Donc, voilà pourquoi on est arrivé à l'actionnariat populaire, qui est notre spécialité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, on va y revenir. Monsieur Bamogo, on va parler de Yelen Assurance. Bien sûr, Yelen Assurance est une société de micro-assurance. L'objectif de la société, c'est de créer un filet social pour accompagner le développement socio-économique des populations. D'accord. Donc on fait cela en travaillant sur 3 lignes d'affaires en assurance, donc la ligne santé, la ligne vie et la ligne agricole. D'accord. Monsieur Yangane, on va parler de Fasobim. Alors, Fasobim, en fait, c'est une entreprise dont le siège social, en fait, se situe en France, plus précisément à Toulouse. Alors, Fasobim, en fait, a vu le jour en 2017. Voilà, à l'issue, en fait, de mes études, je suis titulaire, en fait, d'un master en génie civil et d'une maîtrise en ingénierie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, en fait, l'idée de Fasobim, c'est quoi? C'est que c'est une entreprise qui intervient dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie en général. Alors, Fasobim, il faut dire qu'il y a 2 sections. Alors, on a la section, en fait, études et conception.
et construction également. Oui. Et la section recherche et développement en fait, qui est vraiment qu'on va appeler en fait le lab FASOBIM en fait. Oui. Et toutes les innovations en fait viennent vraiment du lab. C'est là-bas qu'on va bien réfléchir. Exactement, c'est exactement ça. D'accord, on va y revenir. Ça va. Ici, on a l'habitude de parler de parcours parce que très souvent, les jeunes entrepreneurs, vous êtes des exemples pour eux. Donc, ils veulent savoir par où vous êtes passé, les débuts. Monsieur Nia. Oui. Bon, tout début n'est pas facile, c'est comme on aime le dire. Tous ceux qui ont réussi ont une histoire. Oui, Il n'y a tout à pas de fait. réussite sans adversité. Il faut se battre. Ouais. Voilà, les débuts n'ont pas été faciles parce qu'après la sociologie, je suis parti m'inscrire pour faire un BTS en finance comptable. Il fallait parallèlement, j'ai trouvé d'autres créneaux pour commencer à autofinancer tes études. Parce qu'à un certain moment, il faut laisser aussi la place aux parents pour qu'on puisse financer aussi tes petits frères. C'est en ce sens que j'ai monté une entreprise pour pouvoir suivre la comptabilité des petits commerçants au niveau des marchés EA. Ah, et je me suis lancé un peu. Oui, ceux qui sont dans l'informel. Dans l'informel, voilà. J'ai J'ai fait les bilans. bien la comptabilité. Absolument, absolument. Je faisais les bilans hebdomadaires mensuels et puis je fais les inventaires aussi également. Et en fin du mois, quelqu'un me donne quelque chose, moyennant quelque chose, et j'arrive à suivre un petit Ça besoin. peut être le déclic pour quelqu'un qui nous Absolument, regarde. Parce que la personne peut être dans un Parce environnement où il y a toujours des commerçants. absolument. Toujours est-il qu'il faut oser. Exactement. Tant qu'on n'ose pas, on ne peut pas savoir quel atout on a en soi. Tout à fait. C'est en ce sens qu'on dit souvent il faut oser. Oui. Donc quand j'ai osé, j'ai croisé des partenaires indiens et chinois. Et ils m'ont dit que non, ils veulent vraiment travailler dans l'agro-business. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et précisément dans le Sésame. Et le premier contrat, quand j'ai eu le premier contrat, j'ai formalisé l'entreprise maintenant et tout est parti de là. Voilà. C'est pour dire qu'il faut oser. Oui. Voilà, il ne faut pas s'asseoir, écouter, bon, qu'on est limité. Non, il n'y a pas de financement, limite. On ne nous voilà, il faut commencer. Si tu non. commences sur le chemin, quelqu'un va voir que non, tu te bats et tu n'as pas d'accompagnement. Et maintenant, on peut t'accompagner. Mais si tu es assis comme ça, il y a un dicton qui dit que Dieu veut aider celui qui est assis, mais celui qui marche là, il a pitié de lui. Donc il faut marcher, il faut te mettre à marcher et on va t'accompagner, on va te pousser. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Monsieur Sirima, on va parler de vos débuts. Oui, le début n'est pas facile, il faut le dire, hein, parce qu'effectivement, après l'année de maîtrise, faire une formation en master finance, finance privée, et plus avec spécialisation en finance de marché. Quand vous entendez bourse et marché financier, en fait, c'est un truc comme ça. Donc, tout de suite, en temps, le président Blaise Compaoré à l'époque, il avait lancé un appel, bon, les jeunes en fin de cycle, monter des grands projets, on va vous soutenir. Donc, c'est là, effectivement, quand je suis sorti, bon, j'ai dit à mes amis, moi, je vais me lancer dans l'actionnariat populaire. Les gens ont trouvé que c'était du rêve. J'ai dit non, aujourd'hui, ça peut paraître être du rêve, mais ça va venir. C'est l'avenir, en fait. Oui, ça va venir parce que les pays qui, jadis, aidaient nos pays, et parce que nos pays avaient certains problèmes que ceux qui nous aident là n'avaient pas. Exactement. Aujourd'hui, ces pays donateurs-là ont ces mêmes problèmes que nous. Donc qui va donner à qui? Voilà, en fait, c'est ça. Donc aujourd'hui, ce n'est que la voie. C'est ça qui est la voie. Donc nous sommes spécialisés dedans. Et on a lancé une première structure à l'époque sur la Krypton, étudiant à l'université de Ouagadougou. D'accord. Voilà, donc on a mobilisé. Première société qu'on a financée par l'actionnariat populaire, c'est bien Sift. Wow. Voilà, à 10 millions de francs CFA en 2010. Capital de départ. Oui, 2010. Super. 2011, deuxième société financée, la céréalière du Faso, 11 millions 700 000 francs. Et donc, c'est toujours par l'actionnariat populaire. Wow. Voilà. Troisième société, l'Africaine de l'investissement. Il y en a quand ils passent sur une certaine avenue, là, ils voient ça. Oui. Voilà, c'est un peu à l'arrêt. Donc aujourd'hui, on voit maintenant l'origine. Voilà, un peu à l'arrêt. D'accord. Parce qu'effectivement, on a eu, nous ne sommes pas bien fait comprendre par... Entre associés. Pas entre associés. Oui. Par ceux qui avaient lancé l'appel et qu'on a monté les grands projets. Ah, d'accord. Et puis, l'Africaine de l'investissement, on l'a capitalisé à 48 millions. Wow. Donc, toujours sur la Krypton de l'étudiant, on l'a financé au quart d'abord, à 12 millions. Les gens ont cru. L'actionnariat populaire, c'est quelque chose qui marche, mais il faut de l'accompagnement parce que c'est des projets d'envergure. Oui, comme on l'a dit, il faut préparer le climat pour que ça puisse aller de l'avant. Absolument. Oui. Donc, travailler, à l'époque, travailler dur. Hein, pour finir, rattraper les erreurs. Oui. Moi, je partais au bureau à 7h30 et je fais les traits jusqu'à 18h. Wow. Jusqu'à 18h, je descends, je m'arrête dans un bistrot, question de déstresser, et puis je rentre. On a fait cela et finalement, quand nous n'avons pas été soutenus, bon, on a dû un peu abandonner l'Africaine d'investissement pour nous rabattre sur la céréale de Faso. Mais il faut le dire, c'est l'Africaine de l'investissement qui devait
financer au fait. Voilà, en fait, tout ça. D'accord. C'était la stratégie. Et puis pour aboutir à un grand projet qui est aujourd'hui un Burkinabé, un actionnaire. Oui. Du reste, on avait déposé un projet comme ça au ministère de la Jeunesse à l'époque, en 2013, je crois, 2014. Mais je pense que le projet, il est vraiment en cours avec Sofato, un Burkinabé actionnaire. Voilà. Si vous vous donnez la main, vraiment, je pense que le climat, il est mieux adapté maintenant qu'il y a 2 ans, 5 ans. Justement. C'est pour cela qu'on est là. D'accord. Avec les frères. Et puis, on va avancer. Merci beaucoup, M. Sirima. M. Bamogo, on va parler de vos débuts. Oui, bien sûr. Donc, mon parcours académique, déjà, moi, j'ai fait le lycée technique à Ouaga. À la suite de ça, j'ai fait les classes préparatoires. J'ai ensuite intégré une école d'ingénieur en France. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées. D'accord. Après, j'ai commencé ma carrière professionnelle et je suis reparti en fait sur les bancs. J'ai fait un MBA en finance et entrepreneuriat. Donc, au niveau professionnel, j'ai une carrière internationale assez poussée, diverse en fait en termes de secteur. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'énergie, de la technologie, de la finance. Et beaucoup plus récemment, donc les 15 dernières années, j'étais dans l'industrie de la réassurance, où j'étais cadre de réassurance dans une multinationale installée aux Bermudes. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé en fait de quitter cette carrière-là pour me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer Yellen Assurance. Voilà. D'accord. Alors, et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans Yellen Assurance? Principalement parce que on observe quelques difficultés sociales qui, je crois, retiennent en fait le développement de ce pays-là. Je vous donne juste en fait 2 stats. Donc, selon une étude de l'INSD, il semble que 40% des ménages disent que leur problème le plus grave dans l'année, c'est l'irrégularité de la pluie. On ne maîtrise plus les saisons. Ouais. Donc les aléas climatiques. Ouais. 18% des ménages disent que leur problème le plus grave, c'est les maladies. Donc vous voyez bien que quand 60% de la population est touchée annuellement par ce type d'événement-là, on est en train de recommencer perpétuellement, quelle que soit la qualité du travail en fait qu'on fait. Ces problèmes-là, c'est vrai que je ne peux pas créer la pluie, je ne peux pas empêcher quelqu'un de tomber malade, mais on peut les accompagner avec des solutions financières pour faciliter l'émergence quand ces événements-là arrivent. Et donc, c'est ces outils-là, en fait, que nous, on a créés dans Yellen Assurance pour les populations. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision et on va y revenir. Monsieur Yangane, on va parler de vos débuts. Ouais. Alors, déjà, il faut dire que j'ai eu un parcours où j'ai fait en fait une licence en génie civil au Burkina Faso. Et c'est en 2015 que je suis parti pour la France, pour un master, et que j'ai terminé en fait au Canada. Alors, je me suis lancé en fait, il faut dire que c'était assez risqué parce que je me suis lancé à l'issue de mes études en fait, sans aucune expérience professionnelle. Du coup, c'était vraiment un challenge parce que personne autour de moi ne m'encourageait en fait. Parce que tout le monde me disait en fait, en plus c'est dans le domaine de la construction, du BTP. Alors c'est un domaine qui est assez immense, vaste. Et tout le monde me disait en fait, il va falloir d'abord avoir une expérience professionnelle, c'est important. Et c'était à quel âge? Parce que si les gens sont inquiets, ça peut être lié à l'âge. Exactement, j'avais à peine 23 ans. Ah, voilà. Alors, je comprends effectivement, parce que je comprends en fait l'inquiétude de certaines personnes, surtout de la famille, qui étaient un petit peu inquiètes par rapport à mon lancement et à mes idées. Mais par ailleurs, en fait, j'avais une certaine conviction en fait en ce que je faisais. Et auparavant aussi, j'avais des idées en fait. Il faut d'ailleurs souligner que j'ai même créé l'entreprise en fait en France avant la fin de mon diplôme. Je me rappelle que je devais soutenir en septembre. Et au bout du 4 juillet, j'avais déjà créé l'entreprise qui existait déjà. Alors là, en fait, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Au début, en fait, ça n'a pas été difficile. La création était un jeune Burkinabé et à 23 ans, étant encore étudiant en France, créer son entreprise. Exactement. J'avoue que c'était pas simple. En plus, étranger. C'était pas évident parce qu'en fait, en France, après les études, en fait, on a le droit de séjourner en fait une année de plus. Il y a ce qu'ils vont appeler en fait l'attestation de séjour provisoire, l'APS. Et en fait, après ces études, en fait, lorsqu'on n'obtient pas de boulot, une année après, on est obligé de quitter le territoire.
Alors, il fallait que moi, j'arrive à mettre en place en fait, un business plan qui allait convaincre en fait, la préfecture et pour avoir en fait, un titre de séjour entrepreneur. L'autorisation. Exactement. Même d'entreprendre. C'est ça, parce qu'il me fallait en fait, le titre entrepreneur pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir en fait, postuler à des marchés. Alors, ce n'était pas évident parce que néanmoins, j'ai monté un business plan que j'ai déposé mes dossiers en fait, à la préfecture. Et comme par hasard, en fait, il y a le préfet lui-même en fait, qui a demandé à me voir. Effectivement, c'était pareil. Il a laissé de comprendre pourquoi, à 23 ans, et à l'issue de mes études, en fait, je ne cherche pas d'avoir de boulot, de CDI, et ainsi de suite. Et pourquoi je prends autant de risques? Parce que si ça ne marche pas, en fait, je suis obligé de quitter le territoire. Et c'est là que je lui ai dit, en fait, simplement que, voilà, déjà, j'avais le business plan devant. Je lui ai dit, OK, regardez ce que je peux apporter déjà à la France, en termes de cotisation, exactement, voilà, de connaissances et de cotisation également, surtout. Oui. Et voilà, et c'est comme ça en fait qu'on a échangé, on a beaucoup échangé. Et à la fin de l'échange, en fait, il m'a dit clairement que mon business plan était validé et qu'il voulait juste échanger avec moi pour comprendre un petit peu mes idées. Et c'est ainsi que j'ai obtenu le titre entrepreneur et c'est comme ça que je me suis lancé. Et le premier marché, ça n'a pas été difficile? Alors si, ça a été difficile. Par contre, j'avais une astuce en fait pour décrocher mon premier marché. J'ai fini mon stage en fait, c'est quand j'ai fini mon stage de fin de cycle en fait que je me suis lancé. Alors en fait, pour mon stage de fin de cycle, je travaillais en fait sur un sujet de recherche que j'ai développé quand même pas mal de choses. Et en fait, vu que j'ai remarqué, en fait, j'étais un petit peu le socle en fait, de cette recherche. En fait. Oui. Et étant stagiaire, tu faisais un peu tout au fait. C'est ça. C'était le noyau. Oui. Alors il faut souligner que surtout, j'étais un petit peu seul. D'ailleurs, parce que mon maître de stage, il n'avait pratiquement pas le temps. Oui. Du coup, je faisais un petit peu tout. Je faisais mes recherches et tout. Et la découverte qu'ils ont fait, en fait, ça accompagnait en fait, un développement qu'ils avaient mis en place. Okay. Et du coup, les deux partaient ensemble. Et eux, en fait, ils évoluaient aussi. Oui. Donc, ils avaient besoin de mes services en quelque sorte. Ouais. Et j'ai remarqué qu'ils ont voulu m'embaucher directement pour proposer un CDI. Et c'est là, en fait, que je leur ai dit en réalité, non, je ne veux pas de chez CDI. Par contre, en fait, j'ai créé ma société, je suis consultant. En fait, de stagiaire en consultant. Exactement, c'est ça. C'est l'intelligence. Hein. Exactement, oui. Parce que voilà, j'ai vraiment saisi cette opportunité. Je me suis dit, en fait, au lieu d'être salarié, pourquoi pas? Parce que je sais qu'ils auront besoin de moi, c'est sûr. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai pas besoin de... Pour ça, par rapport à tout ce que les gens disent, il faut un financement pour se lancer, il faut une expérience. Là, je me suis dit, voilà, là, il faut juste que j'exploite en fait mon intelligence. Oui. Du coup, je vais faire en sorte, je vais donner des prestations intellectuelles en fait, en tant que consultant. Oui. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon premier marché. Et ça a engendré d'autres marchés en fait. Oui. Et par la suite, en fait, j'ai laissé juste mon CV en ligne. Et aujourd'hui, en fait, voilà, je reçois des appels un petit peu partout en France pour des projets. Bien parti. J'espère que le parcours va inspirer voilà, d'autres jeunes. Alors, Monsieur Nia, on va venir à Sofato. Nous savons qu'il y a de nouvelles informations, de nouvelles innovations. Avant, c'était l'AGCEP qui portait le projet. Maintenant, on entend parler de Scoop CA Bâtir l'avenir. Donc, on va parler un peu des nouvelles actions à porter. Merci, madame. Suite à l'interpellation du Conseil régional de l'épargne publique sur l'égalité de la collecte des fonds, ça a dit qu'arrivé à un certain niveau, un seuil, puisqu'on avait dépassé le seuil de 100 actionnaires. Quand on dépasse le seuil de 100 actionnaires, ça devient comme de l'épargne publique. Oui. Et il fallait se régulariser. Et également aussi, l'association qui portait le projet était à but lucratif. Oui. Et pourtant, c'était une ONG en quelque sorte. Donc, il fallait se régulariser selon les textes en vigueur. C'est en ce sens que nous avons signé une convention avec SIF Group pour le conseil et l'assistance. Et donc, vous avez muté maintenant vers une société coopérative. Une société coopérative avec conseil d'administration pour pouvoir continuer le projet et aussi mettre beaucoup de projets porteurs d'emploi et de ressources en place pour le bonheur de tous. D'accord. Toujours dans la légalité. Oui. Maintenant, on est légalement constitué selon les règles de l'art, selon la législature communautaire OADA. Ok. Voilà. On va lever le juriste qui va rentrer en détail dans ce processus-là pour qu'on puisse bien comprendre. Oui, j'avoue que c'est nécessaire. Oui. Parce qu'effectivement, les projets qu'ils portent, et le conseil régional est venu en tant casser la dynamique. Oui. Si une explication n'est pas donnée pour que les gens comprennent et qu'ils reviennent, ça va paraître comme quelque chose qui n'est pas bien. Tout à fait, oui. Voilà. Parce qu'effectivement, l'appel public à l'épargne, vous partez sur le marché financier régional. Parce que nous sommes un marché régional en fait, parce que la BRVM, c'est la seule bourse régionale effectivement, dans le siège à Abidjan. Dans le monde. Oui, mais le Conseil régional de l'épargne privée des marchés financiers, c'est l'organe qui réglemente tous les marchés financiers, surtout les marchés boursiers.
Voilà, donc vous avez après, juste après les conseils régionaux de l'épargne privée des marchés financiers, vous avez la Banque centrale, Banque de dépôt, Banque centrale de dépôt et des règlements. Et puis, il y a la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, donc pour protéger les épargnants, parce que des gens peuvent venir avec n'importe quel projet, des faux trucs, et puis lever les fonds comme ils veulent et ensuite disparaître avec les fonds. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, le Conseil régional de l'épargne privée des marchés financiers est là pour protéger les épargnants, n'est-ce pas? Donc, quand vous appelez l'épargne en faisant une certaine sorte de publicité, voilà, en lançant comme ça à grande échelle, ça devient de l'appel public à l'épargne. Lorsque vous dépassez le capital même de la société que vous voulez mettre en place, lorsque ce capital dépasse un certain montant, vous rentrez dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Et c'est environ combien? 100 millions? 50 millions déjà. Okay, 50 millions déjà, si c'est SARL, SA, vous rentrez dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Et lorsque vous dépassez un nombre de 100 actionnaires pour la société anonyme ou la société à responsabilité limitée, vous tombez dans le cadre de l'appel public à l'épargne. Voilà. Et les règlements du Conseil régional dit que lorsque vous dépassez un nombre de 100 actionnaires, en tout cas 100 individus qui viennent dans une société comme ça pour être actionnaires ou associés, voilà, vous tombez dans le cadre de l'appel public à l'épargne dès lors que ces individus n'ont pas de lien juridique entre eux. Oui. Donc voilà un peu. Donc ils sont séparés en quelque sorte. Voilà, parce que quand on vient, nous sommes 99, 100, 200, nous venons pour être associés d'une SARL ou bien actionnaires d'une SA. Voilà, nous n'avons pas de lien juridique entre nous. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la coopérative. Voilà, la coopérative, les membres, il y a des principes coopératifs qui sont là, qui créent des obligations même entre les membres. Voilà, donc, entre ces membres-là. Ça devient plus sérieux au fait. Plus sérieux, parce qu'il y a un lien juridique entre eux. Et dans tous les cas, la coopérative ne rentre même pas dans les attributions du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Mais c'est là aussi, il faut saluer, je dirais, les génies du juriste OHADA, parce qu'ils avaient perçu là que c'était la voie pour l'Afrique. Mais jusque-là, personne ne l'avait promu. C'est vrai qu'il faut aller dans des recherches vraiment approfondies pour savoir que c'est à travers la coopérative qu'on peut vraiment faire l'actionnariat populaire. Et revenant à l'actionnariat populaire, il faut dire que l'actionnariat populaire, la bourse, ce que la BRVM fait, c'est déjà l'actionnariat populaire. Toutes les bourses partout dans le monde, ce qu'elles font, c'est de l'actionnariat populaire. Mais nous, dans notre jargon, puisque nous avons développé le volet actionnariat populaire pour que les gens comprennent autre chose, voilà, nous avons appelé l'actionnariat populaire à travers la bourse, nous l'avons appelé actionnariat populaire des élites. Donc l'actionnariat populaire... En fait, à travers la bourse, on passe par les entreprises. Voilà. Alors que vous c'est la population de façon directe. Non. Donc je vois un peu la différence est là. À travers la bourse aussi. Non, les populations peuvent aller directement. C'est pourquoi nous l'appelons actionnariat populaire élitiste. Parce que c'est des gens qui comprennent. C'est des gens qui comprennent les marchés financiers, qui comprennent la bourse, qui vont très certainement effectivement à la bourse. Et qui sont financièrement aisés, la majorité. Bon, effectivement, c'est ceux qui sont aisés qui le font. Alors que la bourse est là pour tout le monde, pour toutes les bourses. Mais les gens ne savent pas combien ils sont à Ouagadougou ici qui savent qu'on peut, du lundi au vendredi à 17h, 18h, on peut aller acheter et vendre des actions de Lonatel par exemple. Sans vouloir faire de la publicité. l'ONEA aussi. Voilà. Non, pas l'ONEA. Par exemple, l'ONEA n'est pas coté à la bourse. Ah, d'accord. Justement, c'est ça qui fait l'amalgame. Oui. Donc, vous avez par exemple, vous prenez Lonatel, Coris qui est coté à la bourse en ce moment. Il y a BOA Burkina, vous avez BOA Mali. Voilà, coté à la bourse. Donc, chaque jour, du lundi au vendredi, vous pouvez acquérir des actions de ces sociétés-là. De façon individuelle. N'est-ce pas? Mais là, il faut passer par un intermédiaire qu'on appelle les sociétés de gestion et d'intermédiation. Les SGA. SGI, vous avez au Burkina la SBIF, Coris Bourse. D'accord. Donc, si vous ne passez pas par ces canaux-là au Burkina, vous ne pouvez pas acquérir action en bourse. Donc, ça fait que tout ça est compliqué, n'est-ce pas? Tout le monde ne le comprend pas. C'est-à-dire, on vend des actions sur un marché comme on vendrait des bonbons à Rodoro. Oui. Voilà, on vend, on achète. Mais l'innovation avec Sofato, c'est que l'action est vendue par mobile money, qui est plus accessible aux populations. Oui, je disais qu'on avait appelé ce canal l'actionnariat populaire élitiste. Oui. C'est que ça ne s'encadrait pas avec la vision de la JCEB. Oui. Et c'est cette vision aussi que nous avons développée depuis 2010. Parce qu'il fallait trouver une voie qui permet de faire l'actionnariat populaire sans passer et sans être sous la coupe
du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Oui, En fait, c'est ça. Donc, cet actionnariat populaire, nous l'avons appelé actionnariat populaire des masses. Il y a la répétition dedans, Oui, mais la oui. répétition a son sens. Population, masse, voilà. La répétition a son sens. Oui. Parce que élitiste et masse. Oui. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Comment faire que les plus petits des épargnants du pays puissent participer au développement de son pays à travers un investissement dans une société, en tout cas dans une activité. Avec un fonds minimum. Voilà. Comment faire en sorte que chaque individu de la population devienne actionnaire d'une société. Mais il faut le dire, quand c'est à travers la coopérative, c'est plus pratique, plus vrai de parler d'actionnariat indirect. Ça, c'est du point de vue des adhérents, des adhérents de la coopérative. C'est-à-dire, moi, adhérent de la coopérative, coopérative actionnaire de la Sofato, je suis actionnaire indirect. Oui. Mais du point de vue de la coopérative, ça, c'est actionnariat direct. D'accord. Mais quand on dit actionnariat populaire, bon, ce n'est pas exactement comme ça, parce que les membres de la coopérative, on ne les appelle pas des actionnaires, on les appelle des coopérateurs. Voilà, parce que la plus petite partie de la coopérative, on appelle ça la part. Alors que la plus petite du capital d'une société anonyme, ça s'appelle l'action. Donc il y a cet amalgame-là que les gens font. Souvent, j'entends à la télé, les gens disent, bon, l'action Sofato est vendue, l'action de la coopérative. Ce sont des parts plutôt. C'est des parts. Voilà. On a besoin même de communiquer sur toutes ces nuances-là pour sensibiliser la population et que ces populations puissent avoir une idée dans quoi je me mets. Voilà. Absolument. Est-ce que c'est comme on appelle ce que j'achète? Comme vous l'avez dit, pour moi même, ce sont des actions. Bien sûr. Mais grâce à cette émission, je sais que ce sont des parts que je vais prendre. C'est pourquoi la formation est intégrée. Oui. Il faudra faire la formation parce que l'objectif principal même de la coopérative là, c'est de former, c'est-à-dire transformer chaque citoyen du Burkina en un investisseur. Peut-être amateur d'abord. Oui. Pourquoi nous disons amateur? Parce que généralement, quand vous entendez les bons de trésor que les pays lancent, quand en tout cas les grands marchés financiers lancent des appels, bons de trésor, et puis même pour, comment on appelle ça, les sociétés qui se cotent à la bourse, on parle d'investisseurs professionnels. Voilà, si vous n'êtes pas un investisseur professionnel comme ça, vous ne pouvez pas acquérir ces bons de trésor-là. Par exemple, pour acquérir un bon de trésor, peut-être ces dernières années, si vous vous levez individuellement comme ça, vous partez pour acquérir un bon de trésor lancé par le Burkina, on va pas, voilà, c'était difficile. Mais maintenant, bon, avec la conjoncture, les gens ont compris qu'il faut un peu desserrer le taux. Surtout avec la mondialisation. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. C'est pourquoi il faut former. Il faut former. Vous ne pouvez pas avoir des investisseurs professionnels tant que vous n'avez pas d'investisseurs amateurs. Exactement. Voilà. Donc, il faut former chaque citoyen à être un investisseur amateur. Ensuite, ils se mettront ensemble pour être investisseurs professionnels. Tout à fait. Parce que tout de suite, quand nous aurons un certain nombre de coopérateurs, la coopérative même va devenir un investisseur professionnel. Plus forte même. La coopérative devient un investisseur professionnel. Donc la coopérative peut désormais, par exemple, acquérir des bons de trésor. Lorsqu'on va lancer, si les Burkinabés viennent en masse, ils adhèrent à la coopérative peut acheter des bons de trésor sur les marchés financiers. Merci voilà, sans poser beaucoup problème. pour ces explications. Alors, Yelen Cash, on va parler de votre particularité, l'innovation et quelle est votre cible? Qu'est-ce qui vous différencie des autres en tant qu'assurance? Yelen Assurance, déjà, c'est un projet de micro-assurance. Donc, on est en train de déployer sur un segment dans lequel les assureurs traditionnels ne sont pas encore allés. Donc, pour nous, la cible, c'est vrai que c'est presque tout le monde. Donc, au Burkina, vous avez 97% des personnes n'ont pas d'assurance personnelle. Donc, il y a du travail à faire. Nous, on a décidé justement en fait, d'aller en pionnier sur ces segments-là. Donc, la différenciation, c'est quoi déjà en fait la micro-assurance par rapport à l'assurance traditionnelle? C'est principalement une assurance qui est accessible. Donc, le premier levier d'accessibilité étant le tarif. Donc, on fait des produits d'assurance en fait qui se vendent entre 1 000 à 4 000 ou 5 000 francs. Par année, combien minimum? Par mois. Par personne? Par personne, oui, c'est ça. Donc, c'est les tarifs en fait qui peuvent varier selon le produit, mais on est en train de parler de l'ordre de 12 000 à 20 000 francs en fait par année, pour l'assurance.
Donc on est positionné sur un segment qui est totalement différent de l'assurance traditionnelle où on parle en fait de plusieurs centaines de milliers. Et le deuxième volet d'accessibilité, c'est les conditions de souscription. Donc on distribue des produits pour lesquels on ne fait aucune sélection médicale, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de faire des examens médicaux ou vos historiques de santé avant de vous assurer. Et le troisième étant le volet distribution. Donc le régulateur, pour permettre le développement en fait, de l'activité dans ce segment-là, a autorisé toute société à fort potentiel d'affiliation de pouvoir distribuer ces produits de micro-assurance-là. Il y a un cadre réglementaire naturellement en fait, qui entoure cela, mais ça nous permet d'atteindre des points qui sont au-delà de l'approche classique d'agents et de courtiers d'assurance. Et donc nous, on a une ambition d'arriver à 1000 points de vente et de services dans le pays à la fin de l'année. Parce que la proximité est très importante dans ce qu'on fait, étant donné qu'on s'adresse à une population qui, historiquement, n'a pas consommé en fait l'assurance. Et je pense qu'avec l'actionnariat populaire, la population aussi ne conçoit pas bien la notion d'assurance. Oui. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'assurance peut être en fait une notion assez abstraite pour les gens qui ne l'ont pas encore consommée. Oui. Nous, dans notre vision, ça prend en fait un cycle de consommation. On croit que quand on met ces produits-là en fait à disposition des gens et que au bout de 5 mois, ils ont un sinistre ou bien ils connaissent quelqu'un qui a eu un sinistre et qui a été indemnisé en fait à travers ce process d'assurance, ça commence à résonner un peu plus. Ils commencent à mieux en fait comprendre comment le produit marche. De s'inscrire. Oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler si vous avez une innovation destinée aux PME? Oui. Comme je sais que vous avez échangé avec le Profegec, les porteurs de projets qui font partie, est-ce que vous pouvez parler un peu si vous avez une innovation qui est destinée aux PME, aux petites et moyennes entreprises? Oui, absolument. Déjà, en fait, à notre approche avec le Profegec, je pense que le premier point était d'accompagner le Profegec dans l'assistance technique et le développement des capacités de ces PME-là, notamment sur les questions de gestion de risque. Parce qu'il y a un aspect en fait, qui est très important dans le développement d'une PME ou d'un projet, qui est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont indépendants de la bonne volonté du porteur de projet et qui peuvent impacter l'avancée ou la réussite en fait, de ce projet-là. Et il est important de pouvoir les comprendre et d'en confier la gestion à un professionnel en fait, de ce métier. Donc c'est là que nous on intervient. Donc je crois que pour toute PME qui a, mettons, des questions sur l'amélioration de la productivité, la prise en charge ou bien le bien-être de ses collaborateurs, comment gérer en fait la ressource humaine à travers des programmes d'assurance, qui a des questions sur sa responsabilité sociale. Toutes ces questions-là peuvent trouver des réponses, au moins partiellement, dans des programmes d'assurance en fait, qu'on développe. Donc, on a présenté à une équipe en fait, de 50 entrepreneurs hier quelques solutions allant en ce sens. La première étant notamment l'assurance santé du personnel. On offre aussi en fait des solutions d'assurance pour les accidents de travail, d'assurance pour les cas d'hospitalisation, pour ceux qui sont dans la chaîne de production de l'agriculture ou bien dans la chaîne de valeur de l'agriculture ou même dans la chaîne de financement. On offre aussi en fait des solutions pour couvrir en fait leurs emprunts agricoles pour tous les cas de sécheresse en fait qui toucheraient la productivité. Merci beaucoup, M. Bamao. Alors, M. Yangane, on va parler exactement de vos produits et services et quelles sont vos actions qui sont en cours actuellement? D'accord, ok. Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a 2 pôles. D'abord le lab et le pôle études et conception. Alors je vais commencer par le lab. Alors le lab, c'est où en fait on réfléchit, on crée des innovations. D'abord, il faut le dire, en fait, le secteur du BTP au Burkina, comme en Afrique en général, est un secteur en fait qui est difficilement perméable aux innovations. Alors dans les autres secteurs, en fait, on constate des innovations constantes. Par contre, le secteur du BTP, de la construction, elle n'évolue pas, je peux dire ça, si je peux le dire. En fait, le système constructif est toujours pareil.
Et on rencontre toujours les mêmes difficultés en fait, lors de la phase de conception et pendant la construction aussi de nos bâtiments, par exemple. Alors nous, on réfléchit à comment apporter en fait, une touche d'innovation en fait, dans ce secteur. Alors c'est là en fait, que le lab a vu le jour. Et aujourd'hui, en fait, on a par exemple développé un projet qu'on va nommer en fait, le carnet de santé du bâtiment, informé, modélisé pour l'entretien et le suivi. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comme nous le savons tous, à notre naissance, on avait tous un carnet de santé. Alors, le carnet de santé du bâtiment vise en fait à affecter un carnet de santé à nos bâtiments. Pourquoi cela? Beaucoup ne le savent pas, mais un bâtiment, ça s'entretient, ça se maintient. Exactement. Alors, ce projet en fait vise à offrir une meilleure connaissance en fait du bâtiment pour les utilisateurs, afin qu'ils puissent connaître en fait leur bâtiment en fait. Et prévenir même les Exactement. différentes pannes. Exactement. Donc voilà, ce que nous faisons en fait, c'est que quoi? On fait en fait une étude en fait des ouvrages et équipements de nos bâtiments. Et en fait, on sera en mesure de dire en fait tel ouvrage, entendre par ouvrage tout ce qui est porte, mur, fenêtre et équipement, que ce soit les climatiseurs, les extincteurs, et ainsi de suite. En fait, on va affecter en fait, on va faire une étude sur ces éléments-là, connaître en fait disons leur fonctionnement, leur comportement, et être en mesure en fait de prévenir les différentes pannes et les maintenances en fait. On va par exemple pas attendre que notre climatiseur en fait se dégrade avant de le réparer. C'est comme une voiture en fait, on ne va pas attendre en fait que le moteur, l'huile finisse dans le moteur avant de le changer. Alors nous, pour aller plus loin en fait, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce carnet, on va faire ce carnet de santé en 3D. Comment cela va se passer, c'est que on sera en mesure en fait de modéliser un bâtiment en 3D. Et à travers une plateforme web en fait en ligne, l'utilisateur, exactement, sur l'ordinateur. Exactement, l'utilisateur en fait se connecte à sur Internet à travers, disons, ce que nous avons développé. Et juste à partir d'un nom d'utilisateur et un mot de passe bien sûr, il se connectera et en fait il verra son bâtiment en 3D et il pourra lui-même manipuler en fait son bâtiment. Alors c'est ce qu'on va appeler en quelque sorte le BIM en fait, qui veut dire Building Information Modeling. Alors c'est le BIM de Faso BIM. D'accord. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est que le BIM en fait c'est le I le plus important, l'information en fait. Ça veut dire en fait que nos bâtiments contiendront des informations. Donc c'est-à-dire si l'utilisateur en fait qui voit son bâtiment en ligne en 3D, il prend la souris simplement, il clique par exemple sur le climatiseur. Il aura des informations techniques qui vont s'afficher, comme la date de pose, et elle a été posée par qui, quelle est la date de la prochaine maintenance, et en fait comme ça, en fait, il peut faire l'entretien de son bâtiment. Il peut savoir que, en fait, attention, ici, dans 3 mois, parce qu'on va lui dire, en fait, la durée de vie, c'est temps. Disons, la périodicité d'entretien, en fait, et de maintenance, en fait, c'est temps. Et en fait, tout ça, il l'aura en fait dans un descriptif en fait technique qui lui permet en fait de connaître en fait vraiment son bâtiment. Et là, il peut anticiper les pannes et les maintenances en fait juste à travers quelques clics. Et la plateforme sera en mesure en fait de prévenir à l'utilisateur 6 mois ou 3 mois à l'avance. Attention, dans 3 mois, il va falloir faire un entretien de votre climatiseur ou de votre d'un élément par exemple pour éviter en fait toute panne. Parce que voilà, si en plein avril en fait on est surpris par une panne de climatiseur en pleine nuit, ça va être très désagréable. Et cette consultation, on le fait n'importe où. On le fait n'importe où. Loin du bâtiment, on peut être en France et le faire sur notre maison qui est en Afrique. Exactement, voilà. D'où en fait ceci résulte, qui a occasionné aussi un second projet qu'on va dénommer en fait le projet BIM Diaspora. En fait, le projet en fait vise en fait à promouvoir en fait la construction en fait voilà et l'investissement immobilier en fait en Afrique par la diaspora. Alors, pourquoi le projet BIM Diaspora? C'est que c'est pour d'abord la problématique qu'on a constatée, c'est que beaucoup en fait qui souhaiteraient construire en fait dans leur pays d'origine en fait se font arnaquer souvent même par leurs proches. Oui. Et partant de ce constat, il envoie de l'argent, on lui dit la maison est finie et quand il débarque, il n'y a aucune brique. Et le concerné disparaît. Exactement, ou sinon la maison a été construite et que la qualité n'y est pas, ou c'est qu'il dit voilà, il a envoyé plus pour rien. Alors ce que nous proposons, c'est quoi? C'est que nous proposons en fait de faire en fait un suivi de construction en fait et de s'occuper aussi de toutes les phases en fait, que ce soit de la phase de conception à la phase de construction en fait, en étant là-bas. Et ce que nous offrons en fait, disons au maître d'ouvrage, au propriétaire, c'est que lui aussi, il peut faire en fait son suivi directement en lien en fait, à partir de notre carnet. Exactement. Exactement. Là en fait, il voit l'évolution de sa construction en fonction de ce qui est réellement construit sur le site. Et là en fait, avec nos partenaires en fait que nous avons un petit peu partout en Afrique, cela permet en fait d'avoir une certaine confiance, une certaine garantie. Et en fait, et vu que nous avons certaines assurances en fait en Europe, ça fait que voilà, on ne peut pas se permettre d'arnaquer quelqu'un parce que voilà, on déjà enregistré là-bas et tout, donc il faudra respecter les règles. Du coup, voilà, c'est un projet en fait qu'on a mis en place pour la diaspora et voilà pour en fait les permettre vraiment d'avoir confiance
en nous, je le dirais, et de leur permettre en fait de vraiment investir en fait en Afrique dans le domaine immobilier. D'accord. Alors, on a une autre action ou un autre projet? Oui, alors on a aussi un autre projet en fait qui est dénommé, qu'on a dénommé le BIM Africa Tour. D'accord. Alors qu'est-ce que le BIM Africa Tour en fait? C'est que pour faire de l'innovation dans le domaine du BTP, il faut aussi qu'on accompagne en fait les gens en fait à prendre les bonnes décisions et les bonnes méthodes de travail. Alors le BIM Africa Tour en fait vise à organiser des sessions de formation un petit peu partout en Afrique afin de former en fait les acteurs de la construction, qui sont que ce soit les architectes, que ce soit les ingénieurs et ainsi de suite en fait, à vraiment utiliser les meilleures méthodes de travail en fait pour leur projet de conception. Alors le BIM en fait c'est quoi? C'est une méthode de travail qui va permettre à tous les acteurs d'un projet de travailler tous autour d'une maquette numérique 3D pour optimiser la phase de conception. Et cela en fait va permettre de réduire les délais de construction. Et non seulement ça permet de réduire les délais, aussi en termes de coût global en fait, ça permet aussi de réduire les coûts. Pourquoi cela? Parce qu'avec la précision de la 3D et les informations que nous renseignons en fait dans la 3D, les métriques, les quantités en fait, les devis que nous sortons en fait sont exacts en fait. Donc on minimise les imprévus. Exactement, on minimise les imprévus et impossible en fait par exemple d'augmenter les coûts en fait. Et si par exemple l'utilisateur, moi qui veux construire mon bâtiment ou je veux faire une rénovation en fait de mon salon par exemple, j'appelle disons un spécialiste pour venir faire la quantité de mes surfaces. Si par exemple j'ai mon bâtiment en 3D qui a été informé, à quelques clics en fait je sélectionne mes murs et j'ai la surface de mes murs qui sont affichés. Je sais en fait quelle est la surface de peinture qui doit venir en fait et il ne viendra pas m'imposer une surface que je ne pourrai pas vérifier. Tout à fait. Voilà, du coup, ça permet vraiment, pour un grand projet en fait, d'envergure, un projet d'envergure, voilà, on ne va pas s'asseoir en fait, avec une calculatrice pour vérifier. En général, on valide le devis, et ainsi de suite. Et à partir de ça, en fait, la précision y est. Donc, ce qui nous permet voilà, de tout prendre en compte. Exact, de tout prendre en compte, qui nous permet de faire des gains en termes de coût global. Et aussi, ça permet de respecter les délais parce que, vu que les acteurs en fait, travaillent tous ensemble en fait, à travers une maquette, sur le projet, là, souvent, l'architecte et l'ingénieur, en fait, ils ont souvent des conflits où en fait, l'architecte a fait sa conception et l'ingénieur qui veut passer, par exemple, une poutre, il y a des conflits, des clashs. Et là, on détecte tout en amont. On ne va pas attendre qu'en phase de construction, on se rende compte. Et là, c'est compliqué parce qu'on a déjà commencé à construire et ainsi de suite. Donc voilà, nos formations, c'est ça. En fait, on apprend en fait, aux gens en fait, à utiliser les outils en fait, qui vont faire cela. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 sessions de formation au Burkina, à Ouaga. Actuellement, la 3e session a commencé d'ailleurs lundi dernier. Et elle est actuellement en cours. Et on a une session de formation qui a été réalisée au Bénin. Et la seconde session de formation au Bénin débute la semaine prochaine, plus précisément le 14. Et les années à venir, en fait, on vise, l'année prochaine certainement, voilà, ça sera la Côte d'Ivoire et aussi le Niger. Et il faut dire un élément important à souligner, c'est que il y a même des gens, cette année en fait pour la session de formation, on a reçu des inscrits en fait qui venaient carrément de la Côte d'Ivoire spécialement pour la formation. Ils se sont déplacés d'Abidjan pour venir suivre la formation. C'est vraiment une bonne idée et on vous souhaite vraiment bon vent pour la suite. Monsieur Nian, on va parler de Sofato. Vu qu'on a changé de méthode, on est passé de l'AGCEP à Scoop, voilà, bâtir l'avenir. Aujourd'hui, quels sont vos besoins concrets? Les besoins concrets, pour revenir sur la société coopérative, ça veut dire que c'est le fond qui change, si la forme ne change pas. C'est encore plus pertinent et plus sécurisant. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est la société. On veut protéger les investisseurs. Absolument, absolument. Les rassurer qu'on est dans la légalité. Aujourd'hui, si on n'est pas dans la légalité, on ne peut pas continuer. Tout à fait. Parce qu'on aura beaucoup de bâtons dans les roues, donc ça va nous handicaper. Donc, c'est pour dire que la société coopérative va promouvoir l'actionnariat populaire à travers le projet Un actionnaire, afin qu'on puisse financer Sofato, qui est le projet principal, et aussi financer d'autres projets porteurs d'emploi. C'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'il faut que tous les Burkinabés s'engagent, adhèrent à la coopérative et prennent les parts. Si aujourd'hui on a 1 million d'adhérents, chacun prend 10 000 francs, 2 parts qui équivaut à 10 000, on a 10 milliards. Avec 10 milliards, on peut mettre beaucoup de sociétés en place. Qui peut créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les banques peinent à accompagner les projets porteurs d'emploi. Avec la situation sécuritaire, il n'y a pas d'investisseurs. Également, quand vous regardez, l'aide au développement se raréfie. Les taux d'intérêt, souvent, ce n'est pas facile. Absolument. Oui. Il faut qu'on ait au développement intégré. Tant qu'on ne part pas au développement intégré, on ne pourra pas s'en sortir. Ce sera toujours les sociétés étrangères qui vont venir prendre nos sociétés ici, exploiter nos mines. Et nous, on sera là pour critiquer sur les réseaux sociaux. Non, il faut qu'on s'intéresse. Si on s'intéresse à la chose, on arrive à prendre les pas et on a au moins 10 milliards, plus de 20 milliards, 30 milliards. Nous, on peut demander une autorisation d'exploitation minière. En ce moment, on met notre mine en place et les retombées, chaque année, on a des retombées directes et ça va impacter. Il faut qu'on ait un succès patriotique pour qu'on aille vraiment au développement sincère. Sinon, si on est assis, on parle comme ça,
on ne pourra jamais se développer. Certes, on est en démocratie, chacun dit ce qu'il veut, mais il faut qu'on voit les réalités en face pour pouvoir relever l'économie. Il faut que les actions suivent. Absolument. Donc c'est pour dire, au niveau de Sofato actuellement, nous avons l'autorisation d'implantation par le ministre, le terrain est déjà acquis, nous avons déjà avancé même la machine de 30%. D'ici la fin du mois ou début septembre, on va se rendre en Turquie pour finaliser l'usine. Ça, c'est déjà un acquis. En tout cas, c'est prévu, le démarrage est toujours prévu pour le 1er février 2020. Ça, la date ne change pas. Ça sera avant ça ou au plus tard ça. Donc ça ne change pas. Donc nous, on dit au Burkinabé seulement de s'activer. De s'activer. Il faut adhérer à la coopérative. Quand j'entends quelqu'un dire bon vent, non. C'est comme si tu es exclu. Vite revenir sur les conditions, voilà, les conditions d'adhésion. Non, c'est pour toute personne physique et morale. D'accord. Peuvent adhérer à la coopérative. Et l'adhésion est volontaire. Oui. L'adhésion fait 5 000 francs. Vous adhérez à 5 000 francs et vous voulez obtenir une part minimum. Et les parts sont à 5 000 francs. Les parts sont à 5 000 francs. Parce que les méthodes de souscription ont changé. Ce n'est plus à l'époque de Sofato qui était vraiment illégal. Oui. Maintenant, les méthodes ont changé dans les règles de l'art. Donc, tous ceux qui voudront pourront entrer en contact avec nous pour qu'on leur montre les méthodes de souscription ou aller sur le site de www.scoopca-ba.com pour voir les différents modes de souscription. Aussi qu'il y aura des formations pour pouvoir les sensibiliser à mieux comprendre voilà, l'esprit des parts de l'actionnariat populaire. Cette campagne d'abord c'est pour 2 mois. Oui. Au bout de 2 mois, nous allons boucler. D'accord. Et après ça, nous allons sortir, dans ces 2 mois-là, nous allons faire des sorties après la Tabaski dans les différentes régions pour expliquer les gens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas autre issue que de promouvoir l'actionnariat populaire. On n'a pas d'autre, si on doit compter sur quelqu'un d'autre, non. Chacun doit se demander qu'est-ce que tu fais pour ton pays. La réalité est là. Donc, c'est l'innovation ici aussi également. Il y a des jeunes qui ont des projets porteurs d'emploi et des ressources qui n'ont pas de financement. Avec la coopérative, nous on peut rentrer dans leur entreprise, devenir associés, financer le projet, accompagner les chefs d'entreprise jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment rembourser le produit et on se retire et devient un chef d'entreprise averti. Exactement. Voilà. Donc, l'innovation, c'est ça. Donc, je dis que la coopérative est plus encore crédible que ce que nous voulons faire précédemment. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, le temps passe tellement vite. Il nous reste que 5 minutes. Donc, on va faire un dernier tour et vous allez donner les derniers messages que vous avez. Monsieur Sirima, on vous écoute. Ok, merci. Et il faut dire que la coopérative, telle que nous l'avons conçue, en principe, peut aider tous les secteurs d'activité. J'ai entendu dire que les banques sont inquiètes, qu'une coopérative, ça va orienter l'épargne directement à l'investissement. Non, quand vous créez des sociétés, ces sociétés-là créent des comptes en banque, n'est-ce pas? La coopérative peut, aujourd'hui, si demain, 1 million de Burkinabés viennent adhérer en masse, on n'a pas autre choix que de voir comment acquérir, par exemple, des bons trésors avec une partie de l'argent qui est mise. Parce que tout de suite, on n'a pas tous les projets prêts. Ce sont futurs partenaires. Parce que si vous créez ces entreprises auront des comptes dans les banques. Dans les banques. Et nos entreprises, la Sofato, par exemple, si on arrive à mettre la Sofato en place aujourd'hui, peut-être dans 1 an, 2, 3 ans, la Sofato peut espérer peut-être aller se faire coter en bourse. Tout à fait. Et ça ne fait que les biens de la bourse. En fait, c'est un truc comme ça. Oui. Donc, la campagne ouverte, c'est pour 2 mois. D'accord. 2 mois, on ferme. Et ceux qui seront là, on va faire avec eux. Mais c'est notre crainte parce que nous voulons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? Et dans 2 mois, exactement la date limite, c'est dans quel mois? La date limite, c'est le 3 dans 2 mois. Nous sommes en août, septembre, bon, le 3 octobre. Voilà. Ok, le 3 octobre. Voilà. Alors donc vous avez la date, ne venez pas dire qu'on ne savait pas, réouvrir, on va s'inscrire. Non, c'est le moment, il faut saisir l'opportunité. Ceux qui ont cru avant de voir. D'accord. Voilà, donc voilà. après 2 mois, oui, ça sera vraiment le montant des parts vont augmenter parce que les gens qui ont cru, parce qu'après 2 mois, on va commencer à réaliser avec le peu qu'on a. Tout à fait. Parce qu'on va mettre des sociétés en place pour pouvoir déjà même créer du profit pour que vraiment on essaie d'aller et avancer rapidement. Oui. Les schémas d'action, il faut le dire pour que les gens voient et qu'ils comprennent. Parce que la coopérative, c'est vrai, à l'origine, l'objet principal, c'est agricole. Oui. Et donc, la coopérative elle-même directement va agir dans le domaine agricole. Oui. Mais comme toute coopérative peut exercer dans tout autre domaine, c'est de créer des richesses pour soutenir l'objet principal, dont la coopérative fera d'autres investissements. On peut aller dans la technologie, dans la mode. Donc, à travers une société, une grande société mise en place, la coopérative pourra mettre en place une banque, une société d'assurance, vous pouvez rentrer dans le capital des banques, des sociétés d'assurance, des microfinances, sociétés de transport. En fait, c'est ça. D'accord. Mais tout dépend de Nous sommes déjà à la fin, M. Sirima. Laissez-nous votre contact. On peut vous joindre où? Votre numéro de téléphone? Moi, je suis au 76 61
76 et 13. D'accord. Nous allons lancer un appel oui. voilà, aux Burkinabés d'adhérer à la coopérative, que c'est leur coopérative. C'est pas la peine de dire bon vent, tout le monde est inclus. Donc je laisse mon numéro WhatsApp 75 26 10 45. 75 26 10 45, mon numéro WhatsApp. Bien, votre contact numéro commercial pour Yelen Cash pour les personnes qui veulent vraiment. Et Yelen Assurance, excusez-moi. Appelez-nous 25 31 12 12. 12 12. Merci beaucoup Yelen Assurance. Alors, Faso Bim, où est-ce qu'on peut vous joindre? Pour me joindre, un dernier mot, voilà, on va juste dire en fait qu'on est ouvert pour toute collaboration. Oui. Et voilà, on accompagne tout le monde en fait dans les différents projets et surtout les entreprises parce qu'en fait, en vrai, on n'a pas de concurrents. Parce que nos premiers concurrents sont en réalité nos premiers clients. Du coup, voilà, on les accompagne aussi dans le développement en fait des nouvelles technologies dans leurs entreprises. Alors pour nous joindre en fait, c'est le numéro WhatsApp, ça sera le plus 33 07 77 33 74 et 59. D'accord, vous êtes plus réactif dans WhatsApp. Sur WhatsApp. Et en ce moment, en fait, il y a un numéro qui est actif jusqu'à pour encore 4 semaines. C'est le 72 58 43 et 85. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. C'est la fin de ce numéro de Face au Business. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision BF1 au cœur de nos défis.